L'enquête sur le chanteur David s'est intensifiée après la découverte du corps d'un adolescent dans une Tesla qui lui a été liée. Des tournées annulées aux révélations sur les réseaux sociaux, de nouveaux développements soulèvent de sérieuses questions sur leurs relations supposées et l'enquête en cours. Nous analyserons les derniers développements de l'affaire et les prochaines priorités des forces de l'ordre avec un détective à la retraite. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. L'enquête sur le chanteur originaire de Houston, David, D4VD, de son vrai nom, David Anthony Burke, continue de s'élargir après que le corps de Celeste Rivas Hernandez, âgé de 15 ans, a été retrouvé en décomposition dans une Tesla apparemment enregistrée à son nom. Les autorités travaillent toujours à déterminer exactement ce qui s'est passé ici, mais les répercussions ne cessent de croître. Un prétendu ancien professeur de Celeste s'est même manifesté avec des affirmations troublantes concernant sa relation avec le chanteur. Et nous allons y venir. D'abord, rappelons ce que nous savions lors de l'éclatement de cette affaire, déjà évoqué ici dans la rubrique. Mais le 8 septembre, des agents du Los Angeles Police Department sont intervenus chez Hollywood Tow sur Mansfield Avenue, après que des employés ont signalé une odeur nauséabonde venant d'une voiture. Cette voiture était un Tesla Cybertruck avec des plaques du Texas enregistrées au nom de David. Elle avait été abandonnée dans les collines d'Hollywood et remorquée. À l'intérieur du coffre avant, les autorités ont découvert des restes humains démembrés enveloppés dans un sac. Le médecin légiste de Los Angeles a identifié le corps comme celui de Celeste Rivas Hernandez, disparu dans le comté de Riverside depuis avril 2024. Selon un reportage de KTLA, le Cybertruck était là depuis environ 5 jours. Le bureau du médecin légiste a indiqué que le corps de Celeste était fortement décomposé et semblait être resté dans le véhicule pendant une longue période. La cause du décès de Celeste a été indiquée comme différée. Mais à l'époque de sa disparition en 2024, des rumeurs circulaient selon lesquelles David sortait avec une adolescente nommée Céleste. Selon des captures d'écran diffusées en 2023 dans des salons de discussion, notamment sur Discord. Céleste, qui venait tout juste d'avoir 15 ans la veille de la découverte de son corps, a été rappelée par sa famille comme une fille, une sœur, une cousine et une amie merveilleuse. Son frère avait dit à NBC Los Angeles qu'elle avait disparu après être partie voir un film avec David. Les rapports ont également souligné un détail frappant. Céleste avait un tatouage sur le doigt où il était écrit « True » et plusieurs photos montrent David avec un tatouage presque identique sur la main. Maintenant, au cours de la semaine dernière, les 2 dernières dates de la tournée américaine de David, à San Francisco et à Los Angeles, ont été annulées, ainsi qu'au moins 9 concerts européens qui étaient listés sur Ticketmaster, y compris une première date en Norvège le 1er octobre. La présence prévue au Grammy Museum de Los Angeles a aussi été supprimée du site. Interscope a indiqué à TMZ que toute promotion de David, y compris la sortie de son album de luxe, était suspendue. David incarnait aussi une nouvelle collaboration Hollister et Crocs, mais il a été retiré de la campagne quelques jours après le lancement, selon le New York Post. Un porte-parole a déclaré à NBC News que David coopérait avec les autorités, mais aucune arrestation officielle n'a eu lieu. Les enquêteurs approfondissant l'affaire, nous aussi. J'aimerais donc inviter un invité spécial. Bienvenue à Mathieu Irvine, détective à la retraite et instructeur des forces de l'ordre. Merci d'être venu sur Sidebar, nous vous en sommes reconnaissants. Merci pour l'invitation, Jesse. D'après votre expérience, comment la police d'ailleurs, lorsqu'elle doit gérer, et je me demande si c'est un problème important à Los Angeles, mais comment la police gère-t-elle la priorisation des affaires lorsqu'une célébrité, une personne célèbre, est liée d'une manière ou d'une autre à un crime? Comment gère-t-il cela? Eh bien, vous savez, idéalement, il ne devrait vraiment pas y avoir de distinction fondée sur la célébrité ou la richesse de la personne impliquée dans un crime, qu'il s'agisse de l'accusé ou de la victime. En réalité, il y a toujours des pressions exercées sur les enquêteurs, que ce soit au sein de leur propre agence, par les médias ou par le public. Et le défi pour l'enquêteur, c'est de se rappeler, comme le dit Harry Bosch, tout le monde compte ou personne ne compte. C'est la première mention de Bosch dans Sidebar, et c'est toi qui l'as faite. D'accord, quand on a affaire à un corps aussi décomposé, comment les autorités analysent-elles ces preuves? Comment traitent-ils ces preuves? Et que signifie pour vous ce corps gravement décomposé? Eh bien, selon ce que nous avons entendu dans les reportages jusqu'ici, je ne connais cette affaire que par ce qui a été rapporté publiquement. Il semble que la pauvre Céleste ait été dans le coffre de ce véhicule pendant des semaines avant que son corps ne soit découvert. Des reportages ont même évoqué son démembrement.
Cela représente certainement un défi pour le médecin légiste et pour les enquêteurs en ce qui concerne la détermination de l'heure et de la cause du décès. Cela soulève également des questions quant aux raisons pour lesquelles le meurtrier aurait choisi de démembrer cette jeune femme. Parfois, un meurtrier va démembrer sa victime parce qu'en faisant cela et en dispersant les restes sur une certaine distance, et surtout si certaines parties du corps ne sont pas retrouvées, il devient plus difficile d'identifier la victime. Maintenant, les personnes qui tuent des inconnus n'ont généralement pas à s'inquiéter de l'identification de la victime, car il n'y a rien qui les relie à cela. Donc, la seule fois où l'identité de la victime pose problème pour le meurtrier, c'est s'il existe une relation connue. Aussi, Mathieu, il faudrait que quelqu'un ait les moyens et l'opportunité de se débarrasser d'un corps de cette façon et soit capable de déposer le corps dans cette voiture. Je me demande si les enquêteurs examinent cela. Comment quelqu'un peut-il avoir la capacité de faire une chose pareille, mon littérateur? Qui aurait les moyens et l'opportunité de faire ça? Gardons à l'esprit le rasoir d'Occam. Ce véhicule était immatriculé au nom de David Burke. Il a apparemment été remorqué d'en face de la maison qu'il louait. Donc la théorie la plus simple serait que ce crime s'est produit dans ou près du véhicule et probablement par David ou quelqu'un de proche de lui ayant accès au véhicule. Cela dit, en tant qu'enquêteur, nous devons garder à l'esprit que tant que l'enquête n'est pas terminée et que tous les faits ne sont pas connus, nous ne connaissons pas encore toute la vérité. C'est ça? Nous devons réfléchir à ce que nous ne savons pas encore. En tant qu'enquêteur, même si l'intuition, l'expérience et le bon sens sont utiles, il faut se rappeler que chaque affaire peut être différente. Même si 100 cas se sont finis de la même façon, la réponse peut être différente cette fois-ci. Gardons l'esprit ouvert, mais il y a certainement beaucoup d'informations accessibles au public qui semblent indiquer l'implication de David Burke dans la mort de cet enfant. Qu'est-ce qui cause la décomposition et à quelle vitesse cela arrive-t-il? La décomposition est un processus naturel une fois que la personne n'est plus en vie et elle est influencée par de nombreux facteurs, notamment la température et le fait que le corps soit protégé d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, dans le coffre avant d'un véhicule à Los Angeles à la fin de l'été, il est probable que la décomposition se produise très rapidement. Je voudrais aborder certaines des principales nouveautés dans cette affaire depuis la dernière fois que nous avons parlé. Selon Forbes et American Broadcasting Company News, la police a perquisitionné une maison des Hollywood Hills le 18 septembre où David séjournait. Ils ont saisi un ordinateur et d'autres preuves. Des sources ont indiqué au Los Angeles Times que David louait la maison, ce que le Los Angeles Police Department a confirmé à Forbes, précisant qu'elle se trouvait sur Doheny Place. C'est près de l'endroit où la Tesla aurait été abandonnée. Mathieu, commençons simplement par là. Qu'est-ce qu'une telle perquisition nous indique sur l'endroit où les enquêteurs concentrent leurs efforts, CF? Quelle importance a le retrait d'appareils électroniques et d'autres objets de cette propriété? Que cela vous indique-t-il? Eh bien, pour obtenir un mandat de perquisition, il faut être capable d'expliquer à un juge que vous avez des raisons probables de croire qu'un crime a été commis et que des preuves de ce crime vont être trouvées à l'endroit que vous souhaitez fouiller. Fouiller la résidence, le véhicule ou une propriété de quelqu'un ne signifie pas forcément que cette personne est votre suspect. Cela signifie simplement que cet endroit est susceptible de contenir des preuves liées au crime. Il devait respecter cette norme légale pour exécuter le mandat de perquisition. Et je suis sûr qu'en plus de rechercher des preuves physiques, des preuves médico-légales à l'intérieur de la résidence, comme vous l'avez dit, ils saisissent des preuves électroniques. Et cela va être crucial dans cette affaire. Je veux dire, rien qu'à partir de ce qui a déjà été rapporté publiquement, il semble y avoir beaucoup de communication en ligne entre des personnes qui semblent au moins être David et Céleste, remontant peut-être jusqu'à 2022, lorsqu'elle avait 11 ou 12 ans. Il y a aussi beaucoup de communication, encore une fois, simplement publiée en ligne entre David et d'autres personnes qui semblent avoir au moins une certaine connaissance de sa relation avec Céleste. Donc la chronologie va être vraiment importante ici, et les traces électroniques vont constituer une partie essentielle de cette chronologie. 100%. Et d'ailleurs, il faut aussi mentionner que pendant que tout cela se passait, les adjoints du shérif à Houston ont également confirmé à Click de Houston qu'ils sont intervenus 2 fois la semaine dernière au domicile de David, à Cypress, au Texas, après que des alarmes de sécurité se soient déclenchées. Les registres fonciers relient désormais la maison à une fiducie portant le nom de son premier album, Pétales aux épines. Aucun mandat de perquisition n'a été exécuté là-bas. Ce qui est intéressant parce que Mathieu, comment les forces de l'ordre traiteraient-elles généralement ce genre d'alerte de sécurité dans le cadre d'une enquête en cours lorsqu'il s'agit d'une autre propriété? Es-tu surpris que cette propriété n'ait pas encore été fouillée?
Eh bien, c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est intéressant encore de penser que quelqu'un a peut-être essayé d'entrer dans cette propriété. Cela pourrait être une tentative de quelqu'un pour enlever des preuves qui s'y trouvaient. C'est le lien évident avec cette enquête basée à Los Angeles. Pour les mandats de perquisition, l'officier ou le détective doit présenter à un juge des raisons probables de croire que des preuves d'un crime se trouvent à cet endroit. Apparemment, à ce stade, ils n'en ont pas l'impression. Maintenant, je veux aussi avoir votre point de vue là-dessus. Donc, TMZ a obtenu des messages d'un modérateur Discord qui était lié à la communauté en ligne de David. L'administrateur a affirmé croire que Céleste avait 18 ou 19 ans et a nié savoir qu'elle était une adolescente disparue de 15 ans. Une partie du message obtenu par TMZ dit: Nous, les équipes de modération de Discord et Twitch, voulons clarifier ce que nous savions et ce que nous ne savions pas concernant Céleste. Nous n'étions pas au courant de son véritable âge ni du fait qu'elle était une personne disparue. Nous n'avons également eu aucun contact avec elle en dehors de ce qui a été rendu public. D'après ce qui a été partagé dans les streams Twitch de David et son rôle sur le serveur, nous avons compris qu'elle avait environ 18 à 19 ans. Maintenant, il n'est pas clair quel administrateur a fait cette déclaration. Mais Mathieu, c'est intéressant, n'est-ce? C'est intéressant, mais je doute de la pertinence pour cette enquête criminelle. L'essentiel est ce que David savait. Et toutes les informations disponibles publiquement semblent montrer qu'il connaissait son âge, qu'il a d'abord communiqué avec elle quand elle était au collège, encore une fois, peut-être à 12 ou 11 ans. Et quand elle a quitté la maison avec lui au début de l'année dernière, elle n'avait que 13 ans. Et comme vous le savez, nous avons beaucoup parlé d'elle en tant que Céleste Riva Hernandez, 15 ans. Et comme vous l'avez dit, il est important de se rappeler qu'elle n'a jamais vécu pour voir son 15e anniversaire. C'est vrai. Elle a été retrouvée dans le coffre avant de cette voiture le lendemain du jour où elle aurait dû fêter ses 15 ans. Donc c'est vraiment une enfant. Et tout au long de sa relation avec David, quelle qu'elle ait été, elle était incontestablement une enfant. Et c'est bien là le point, parce que TMZ rapporte qu'il y a cette nouvelle vidéo qui a refait surface et qui montre apparemment David et Céleste ensemble lors d'un live en train d'interagir avec des fans. Et dans l'extrait, on peut entendre Céleste inciter David à répondre à un commentaire. Cette vidéo a été enregistrée en janvier 2024. Tu reviens à cette chronologie, Mathieu, du moment où ils ont dit qu'elle avait disparu. Cette vidéo sera-t-elle essentielle pour les enquêteurs? Absolument. Et ce n'est qu'une des nombreuses images animées ou fixes qui ont émergé sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines. Il semble y avoir une empreinte numérique très forte montrant alors, dans divers endroits, en coulisses, lors de ses concerts, pendant ses diffusions en direct, et différentes images fixes prises à divers endroits, remontant au moins au début de 2024. Encore une fois, comme tu l'as dit, c'était plusieurs mois avant qu'elle quitte la maison, alors qu'elle était encore une collégienne de 13 ans. Je te dis, les enquêteurs ne sont pas les seuls sur cette affaire. Il y a eu beaucoup d'enquêteurs en ligne qui ont fouillé les publications de David sur les réseaux sociaux, ainsi que ses chansons pour voir s'il y avait le moindre indice sur ce qui aurait pu se passer ici. Une chanson inédite a fuité la semaine dernière. Apparemment, elle s'appelle Céleste underscore Demos sur Finn, c'est-à-dire, tu sais, inachevé. Selon KTLA et TMZ. Et dans la chanson la plus connue de David, intitulée Romantic Homicide, David chante: Dans le fond de mon esprit, je t'ai tué et je ne l'ai même pas regretté. Je n'arrive pas à croire que je l'ai dit, mais c'est vrai. Nous savons tous que l'utilisation de paroles de chansons dans une affaire criminelle est un sujet controversé et constitutionnel. Mais en mettant cela de côté. Dans une interview de 2022, Forbes rapporte que Burke avait déclaré que ses paroles étaient figuratives, disant « Je ne l'ai pas tuée physiquement, mais dans ma tête, elle est morte ». Des enquêteurs en ligne ont également découvert une vidéo TikTok réalisée par un autre utilisateur, mais apparemment republiée par David, où la personne dans la vidéo découpe du poulet et où les mots à l'écran disent « Moi, si je la vois parler avec d'autres mecs ». Le label de David, Interscope Records, Universal Music Group, Sony Music Publishing et Wasserman ont suspendu toute promotion de son prochain album de luxe et de sa carrière en général. Sa dernière publication sur Instagram célèbre la sortie de la version deluxe de son album, Withered, qui était censé sortir le 19 septembre. Forbes a indiqué qu'il n'est pas sur les plateformes de streaming. Mathieu, quelques points à noter. J'ai évoqué les paroles en lien avec des affaires impliquant des musiciens et des affaires criminelles et la question de leur utilisation comme preuve d'intention, de connaissance ou d'autre chose. Mais penses-tu qu'il y a quelque chose de valable là-dedans ou est-ce que les gens interprètent peut-être un peu trop les choses?
Je pense qu'il y a du vrai. Alors, il faut cependant éviter de prendre les paroles de chansons comme autobiographiques ou confessionnelles. Johnny Cash dit avoir tué un homme à Reno juste pour le voir mourir, mais personne ne le croit meurtrier. Mais comme tu l'as dit, c'est la totalité de ce qu'il partage, pas seulement les paroles de Céleste ou Romantique Homicide, mais aussi les publications où il découpe du poulet. Il y a une autre publication qui parlait de rage jalouse quand il découvre qu'elle a eu des relations précédentes. Il a créé une sorte d'alter ego pour son dernier album et sa tournée, appelé Itami, qui est représenté avec une chemise éclaboussée de sang. Et David Burke l'a décrit dans une interview comme une sorte d'alter ego maléfique et homicide. Il semble qu'une vidéo de Romantic Homicide montre Itami tuant une fille. Est-ce une preuve de quoi que ce soit? Non. Mais c'est certainement une information et cela fait partie de l'ensemble que les enquêteurs et les procureurs devront examiner. Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu un arrêt complet dans sa carrière, Thea? Est-ce parce que, d'un point de vue relations publiques et images, tant que l'enquête est en cours, nous, en tant qu'entreprise, ne pouvons pas promouvoir sa musique? Nous ne pouvons pas intervenir. Nous voulons prendre nos distances et laisser retomber la pression. Oui, que cela vous indique qu'il se passe quelque chose dans l'enquête, qu'il y a un développement, que quelque chose est sur le point d'arriver. Cela vous aide car vous savez où il est et il ne partira pas en tournée si vous devez l'interroger encore. Absolument, absolument. Il ne quitte pas les États-Unis. Quant au type de décision commerciale, je veux dire, vous savez, en ce moment, il ressemble à quelqu'un qui a beaucoup d'ennuis. Toutes les informations disponibles en ce moment semblent l'accuser. Je ne peux pas imaginer qu'une entreprise soucieuse de son image veuille continuer à s'associer à lui ou à le promouvoir en ce moment. Mais cela diffère de la question de sa culpabilité pour homicide et de la possibilité de le prouver sans doute raisonnable. Donc, il y a l'aspect visuel en ce moment qui semble indiquer très fortement sa culpabilité. Cela pourrait encore s'avérer exact, mais nous sommes encore loin, même à ce stade, d'avoir une raison probable d'arrêter et encore moins une culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Nous devons parler de ce nouveau développement. C'est assez fou, d'accord? Un enseignant du sud de la Californie, non encore identifié par la police, a indiqué dans une vidéo TikTok que Céleste avait été son élève à la Lakeland Village Middle School. Dans cette vidéo filmée par un élève, on l'entend dire que Céleste aurait affirmé à d'autres avoir rencontré David en ligne à 13 ans, s'être enfui avec lui, avoir été retrouvé par la police à Hollywood, puis avoir disparu de nouveau en mai 2024. Et l'enseignant a dit qu'il avait même parlé à des élèves à l'époque qui lui avaient dit qu'elle était en contact avec David. TMZ affirme avoir parlé à l'enseignant, qui a expliqué avoir partagé cette histoire en classe pour avertir des dangers des réseaux sociaux. Matthew, étant donné le récit ou le prétendu récit de cet enseignant concernant Céleste, tu sais, sa fugue, ses interactions avec David, quels sont les défis que ce type d'information peut présenter pour les enquêteurs? Dans quelle mesure les forces de l'ordre prennent-elles ce type de déclaration au sérieux? Tu sais, une vidéo prise par un élève d'un professeur de collège dans sa salle de classe n'est pas en soi une preuve de quoi que ce soit. C'est une information, pas une preuve. Peut-on corroborer le témoignage de ce professeur autrement? Encore une fois, beaucoup de choses ne sortent que sur les réseaux sociaux. Parfois, il s'agit de plusieurs niveaux de oui-dire. Quelqu'un partage sur TikTok une capture d'écran vue sur Reddit ou Discord. Mais il semble que la famille dise aussi aux autorités qu'en effet, Céleste a quitté la maison initialement en avril 2024. C'est à ce moment-là que l'avis de recherche a été créé, la décrivant comme ayant quitté la maison vue pour la dernière fois portant des sandales Hello Kitty, qu'elle est revenue pendant environ un mois, puis qu'elle est repartie en mai, et que la famille l'a vue pour la dernière fois partir quelque part avec David. Donc, si c'est bien ce que la famille dit, comme cela a été rapporté, cela correspondrait exactement à ce que cet enseignant affirme. C'est une information utile pour les autorités lorsqu'elle est corroborée et non seulement alléguée. Et le fait que cette information soit apparue sur les réseaux sociaux, est-ce que cela influence la manière dont les enquêteurs la traitent? Vous savez, c'est drôle, j'essaie de m'informer sur cette affaire. Je me rends compte que la plupart des informations récentes et détaillées se trouvent sur les réseaux sociaux, sur Reddit, sur Discord, sur TikTok, sur Instagram. Et c'est un défi pour les enquêteurs parce que franchement, ce sont de nouveaux formats médiatiques
De nombreux détectives en homicide et vol d'âge moyen comme moi ne sont pas à l'aise avec ces nouveaux formats médiatiques. Donc, j'espère vraiment qu'il y a dans le cadre de cette enquête quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus en réseaux sociaux et qui est probablement, franchement, bien plus jeune que moi, parce que c'est vraiment ce que cette enquête va devoir inclure pour pouvoir suivre toutes les pistes. Oui. Et essayer de corroborer cette histoire serait aussi intéressant. Le post TikTok lui-même pourrait-il être considéré comme une preuve potentielle, ou est-ce simplement une piste qu'ils suivent ensuite? Qu'en penses-tu? Tout cela peut potentiellement constituer une preuve. Encore une fois, la question est, est-ce que cela peut être vérifié? Est-ce que cela peut être corroboré? Il y a énormément de choses là-dehors. Comme je l'ai dit, une partie provient de sources de seconde ou troisième main. Des utilisateurs de TikTok republient des contenus issus de Discord ou Reddit. Et donc, tout cela n'est pas forcément très fiable. Mais si cela correspond à ce que la famille de Céleste partage, à ce que les amis de Céleste peuvent corroborer, à ce que l'empreinte numérique de David leur indique, à ce que les preuves médico-légales montrent, alors là, on commence à constituer un dossier. Maintenant, voici le point important. À travers tout cela, la famille de Céleste reste en deuil. Dans un message publié en même temps qu'une campagne GoFundMe, la famille Rivas Hernandez a écrit: comme beaucoup d'entre vous le savent, Céleste Rivas Hernandez a été identifiée comme étant le corps retrouvé la semaine dernière. Elle était une fille, une sœur, une cousine et une amie très aimée. Sa famille, elle a le cœur brisé et dévastée par cette perte tragique. Ils cherchent de l'aide pour pouvoir l'enterrer dignement. Tous les dons que vous pourrez faire seront grandement appréciés. Mathieu, penses-tu qu'une arrestation est imminente ici? Je veux dire, on a commencé cette affaire sans même savoir s'il serait capable d'identifier les restes humains. C'est venu du tatouage. Ils ont finalement pu identifier ce corps comme étant celui de Céleste. Penses-tu qu'une arrestation aura bientôt lieu? Je ne peux pas commenter le calendrier d'une arrestation. Je dirais ceci. Les hommes et les femmes de la division des homicides et des vols du Los Angeles Police Department sont les meilleurs dans leur domaine. Ils sont triés sur le volet parmi une agence d'environ 9000 agents. En ce qui concerne l'urgence d'effectuer une arrestation, y a-t-il ici un risque pour la sécurité publique? Et il n'y en a pas. Y a-t-il un risque de fuite ici? Apparemment, non. Comme vous l'avez dit, ils savent où il est et il ne pourra pas aller n'importe où. Donc, la prudence semblerait être la meilleure ligne de conduite ici. C'est une affaire que vous voulez monter de façon irréprochable, à toute épreuve avant une arrestation. J'imagine que c'est ce que font les gens de la brigade des vols et homicides. Je voulais aussi vous remercier d'avoir dit ce que vous avez dit à propos de la famille Rivas Hernandez, parce que vous savez, nous sommes, en tant que société, fascinés par les faits divers. Et c'est compréhensible. Ce sont souvent des affaires fascinantes. Mais nous ne pouvons raconter ces histoires. Nous n'entendons ces histoires que parce que, comme vous l'avez dit, quelqu'un a été terriblement blessé et que les personnes qui l'aiment sont en deuil. Nous devons donc garder cela à l'esprit et ne pas grandir ou mythifier les personnes qui causent ces torts, mais plutôt garder notre attention sur les victimes et ceux qui les aiment. Je vous remercie pour cela. C'est une tragédie, c'est une véritable perte. Ils le vivent chaque jour. Et laissez-moi vous dire, alors que l'enquête continue et qu'une arrestation a lieu, la douleur s'aggrave car ils doivent tout revivre et découvrir plus de détails sur le crime. Et c'est vraiment, vraiment difficile. Mais en même temps, nous essayons de le mettre en avant. Si des personnes ont des informations et savent quelque chose, c'est ce dont les enquêteurs ont besoin à ce stade. Et même quand on parle de quelque chose comme l'enseignant, est-ce que cela entrera en compte comme preuve? Est-ce que ce sera un facteur? Est-ce que cela fera partie de l'enquête? Nous verrons bien. Merci Mathieu Irvine d'avoir pris le temps. J'ai adoré vous avoir avec nous et nous vous réinviterons. Merci beaucoup, j'apprécie d'être ici. Et c'est tout pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou X. Je suis GC Weber. Je vous parlerai la prochaine fois.